C'est un jeu monétaire, et vous pouvez maintenir ces petites bulles financières pendant si longtemps, aussi longtemps que vous pouvez maintenir une confiance croissante. Mais quand la confiance atteint ces niveaux-là, les livres d'histoire sont assez clairs. Il est très difficile d'augmenter votre enthousiasme depuis l'état d'hystérie dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voici la traduction d'une interview de Jeremy Grantham, qui est un investisseur fondateur de GMO, une société de gestion d'actifs basée à Boston. Son style d'investissement est axé sur la valeur, et il a étudié de nombreuses bulles spéculatives à travers l'histoire. Grantham est également un philanthrope engagé dans la lutte contre le changement climatique. Dans cette interview, il a abordé les points suivants. Ce qu'il se passe lorsque le marché subit un krach, les signes qui montrent que nous sommes dans une bulle spéculative, comment investir dans un monde avec 0% de taux d'intérêt et quels sont les segments du marché qui ne sont pas encore surévalués. Vous croyez que le marché haussier, qui a démarré en mars 2009, le plus long marché haussier de l'histoire, s'est transformé en une fièvre spéculative d'une rare ampleur. De vos propres mots, une véritable bulle épique. Dites-moi en plus. Cela serait surprenant que vous puissiez avoir un marché haussier aussi long qui ne finisse pas dans un esprit animal qui amorcera une certaine panique. Et c'est le cas. Normalement, il faut une économie presque parfaite et un comportement amical de la Fed. Mais ce marché haussier a réussi dans une économie quelque peu sinistrée au niveau mondial. Pour la compenser, nous avons eu une complaisance encore plus spectaculaire de la part de la Fed et du gouvernement. Nous avons eu pour une fois une concomitance entre les dépenses gouvernementales et le comportement de la Fed et le risque moral en vigueur depuis que Greenspan est arrivé dans les années 90. Alors ici, Jeremy Grantham fait référence au mandat d'Alan Greenspan à la tête de la Fed, et sous Greenspan, la Fed s'est montrée très proactive pour stopper les fortes baisses du marché boursier, ce qui a conduit les investisseurs à voir la Fed comme une assurance contre les pertes, qui intervient lorsque le marché plonge trop fortement, et à croire que la Fed sera toujours là pour soutenir les marchés. Et le résultat de tout cela est que la confiance a monté, jusqu'à ce que finalement, les gens atteignent la plus grande démonstration de confiance qu'ils n'aient jamais eue dans leur carrière d'investisseur. Ils empruntent plus d'argent qu'ils projettent sur le marché. La sagesse populaire est que, avec la Fed de votre côté, comment pouvez-vous perdre? La confiance est plus ou moins totale. Tout ce qu'il faut, c'est avoir la Fed de votre côté et les actions auront une croissance infinie. Quels sont les signes que nous observons avec la clarté du recul et qui nous font dire « Bien sûr que c'était une bulle ». Si vous voulez quelques signes fous, car vous avez besoin de folie d'ailleurs, le meilleur moment pour le haut de la bulle, ce sont ces comportements fous. Vous observez les transactions over the counter. Alors ici, Grantham parle des transactions de gré à gré qui ne sont pas effectuées via les places financières régulées, mais directement entre les investisseurs. J'étais un trader qui opérait énormément over the counter lors de la bulle spéculative de 1969. J'ai presque oublié qu'il y avait un marché over the counter. En février dernier, ce marché échangeait environ 80 millions d'actions par mois. C'est resté stable durant l'année, mais en novembre, cela a grimpé jusqu'à 380 millions. Cela a quadruplé. Et ensuite, en décembre, on est arrivé à 1,15 billion d'actions échangées dans le mois. Cela a donc triplé, puis triplé encore, durant le seul mois de décembre. Je ne peux pas vous dire ce que cela sera en janvier, mais ce sont des performances spectaculaires. Mes actions investies dans QuantumScape sont arrivées sur le marché à $10, puis elles ont atteint $130. À $130, cela fait une société plus grosse que General Motors ou Panasonic. C'est une société brillante, mais il n'y a pas de mal à admettre qu'ils ne produiront aucune batterie avant 4 ans. Et donc, aucune vente, aucun profit, et plus gros que General Motors. Il n'y avait rien de tout cela en 1929. Rien de cette échelle-là. Rien de tout cela non plus en 2000. Les entreprises comme Cisco étaient plutôt sérieuses, mais elles n'ont pas eu de hausse similaire. 1929 est donc bien sûr advenu durant une grande dépression avec des problèmes commerciaux globaux. Alors vous voulez seulement regarder
la première jambe baissière, qui a été relativement forte. L'analogie est bien meilleure avec 2000, lorsque cela a chuté de 50%. Et la raison pour laquelle cela a chuté seulement de 50%, avant de rebondir assez rapidement, a été que la Fed est venue à la rescousse. Vous pouvez faire un grand nombre de sauvetages quand vous commencez avec un taux d'intérêt de 16% sur les obligations à long terme en 1982. Vous pouvez avoir un marché haussier à mesure que vous descendez de 16% à 12%, et un autre marché haussier de 16% à 8%, et un autre marché haussier de 8% à 4%. Mais maintenant que vous êtes rendu à 2,5%, vous devez réaliser que la plupart des choix faciles pour sauver la partie en réduisant les taux d'intérêt sont derrière nous. Avec les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire, vous n'avez pas grand-chose en banque à avancer sur la table, n'est-ce pas? Je pense que la plupart des gens peuvent sentir que c'est une illusion. Vous pouvez imaginer une situation avec un virus bien plus grave, l'économie à genoux et la Fed faisant tout son possible. Est-ce que cela serait suffisant pour sauver le système? Au bout du compte, le système, c'est le nombre de personnes qui travaillent, le montant des dépenses d'investissement, la quantité de l'éducation de votre force de travail. Voilà le monde réel. Nous sommes en train de parler d'un monde de papier. Une bulle se serait-elle formée en l'absence de la pandémie du Covid-19? Le Covid a apporté des excès spectaculaires de la part de la Fed et du gouvernement qui a rédigé des chèques. Je parle d'excès, mais peut-être que c'était nécessaire. Mais c'était de toute façon sans précédent, et la combinaison des deux a été très puissante. Sans le Covid, nous ne pouvons pas savoir. Le marché a résisté aux opportunités d'entrer en bulle plus tôt dans ce cycle haussier de 11 ans. Il semble qu'on en était assez proche il y a 3 ans, mais ça s'est juste un peu évanoui. La confiance s'est dissipée et le marché a connu un déclin. Ces marchés haussiers peuvent continuer à l'infini. Vous ne savez pas jusqu'à quand, ni jusqu'à quel point ils peuvent monter. Les pessimistes ont probablement le Japon dans un coin de leur tête. Le Japon, en 1989, est arrivé à une valorisation égale à 65 fois ses bénéfices, et il n'avait jamais dépassé 25 auparavant, avant ce cycle. Ce sont des choses qui font que les pessimistes se réveillent au milieu de la nuit en transpirant. Donc vous ne savez tout simplement pas combien de temps, ni jusqu'à quelle hauteur un marché peut monter, si l'euphorie perdure. C'est la disparition de l'euphorie qui met généralement fin. Et nous le voyons tout autour de nous aujourd'hui. Vous avez récemment désigné Tesla comme l'emblème du comportement fou des investisseurs. Et il n'y a aucun doute que toutes les mesures montrent que la valorisation de Tesla est élevée, et peut-être même extrême. Mais tous ceux qui ont parié contre Elon Musk l'ont regretté, jusqu'à présent du moins. Et c'est le cas lorsque l'action est à son plus haut, n'est-ce pas? N'importe quelle action qui est à son plus haut, vous pourriez le dire sans trembler. Parier à la baisse est réservé à une poignée d'experts, de superstars, n'est-ce pas? Parce que quand vous pariez à la baisse, vous pouvez non seulement perdre votre argent, mais vous pouvez perdre plusieurs fois votre argent. Au moins, quand vous investissez à la hausse, tout ce que vous pouvez faire, c'est perdre ce que vous avez placé. Vous pariez à la baisse, et vous pouvez subir un appel de marge, jusqu'à la faillite. C'est ce que font beaucoup de gens au fil des ans. Alors ma recommandation, c'est de ne pas shorter des actions individuelles. Shorter le marché est parfois assez douloureux. Mais parier à la baisse sur des actions individuelles, c'est pour les tronches et pour les 3 ou 4 personnes qui sont suffisamment brillantes pour s'en sortir. Comme vous l'avez noté, ce n'est pas parce que les actions sont surévaluées qu'une bulle, si nous en vivons une, est nécessairement sur le point d'éclater. Qu'est-ce qui peut empêcher les valorisations de grimper encore plus haut, pendant des années peut-être? Disons-le ainsi, quand vous avez atteint ce niveau évident de super enthousiasme, la bulle a toujours et sans exception explosé dans les mois à venir, et pas dans les années à venir. Vous ne pouvez pas maintenir ce niveau de quasi-extase. Cela n'est pas possible parce que vous avez injecté votre dernier dollar.
Vous avez tout mis. Qu'est-ce que vous êtes censé faire ensuite? Vous ne pouvez pas emprunter plus d'argent, vous ne pouvez pas prendre plus de risques. En fait, vous savez au fond de votre cœur que vous n'avez jamais assumé ce niveau de risque. Et vous n'avez jamais pensé que vous le feriez. C'est juste que cette opportunité est tellement exceptionnelle que cela sera la seule de votre vie. Et comment allez-vous conserver ce niveau d'enthousiasme indéfiniment? Et si ce n'est pas votre argent? Et si c'est l'argent de la Fed? Et si c'est l'argent du gouvernement? Si le gouvernement est sur le point de signer des chèques d'une ampleur sans précédent à certains acteurs du marché, alors en effet, leur position peut s'étendre désespérément d'un dernier cran. La triste vérité de la majeure partie des stimulus est qu'ils n'augmentent pas les dépenses d'investissement. Ils n'augmentent pas beaucoup la production réelle, mais une grande partie s'écoule finalement dans le marché d'une manière ou d'une autre. Et je n'ai aucun doute qu'une partie de ce nouveau cycle de stimulus finira aussi par alimenter les marchés financiers. Et s'ils sont aussi importants que ce qu'ils disent, cela sera un très bon moyen pour un nouveau plus haut pour le marché, du genre de ceux que les livres d'histoire apprécieraient. Nous aurons quelques semaines d'argent supplémentaires et quelques semaines pour jeter désespérément vos derniers jetons dans la partie. Et ensuite, il y aura une contraction encore plus spectaculaire. Le marché va finir comme nous savons très bien qu'il va finir. Et tous les papiers du monde ne changeront pas le niveau de valorisation, qui est justifié par le flux des dividendes et des gains. Car après tout, la seule chose dont vous pouvez au final vous nourrir, c'est le flux des dividendes. Et tôt ou tard, le marché des actions, de façon plus qu'ennuyeuse, se vendra au prix futur du flux des dividendes. Et cela ne sera pas substantiellement modifié par la taille du chèque que nous recevrons dans les prochaines semaines. Même certains sceptiques ont été impressionnés par la puissance de la Fed en mars dernier. En un seul jour, avec une seule annonce, le 23 mars, elle a été capable d'organiser une relance du marché du crédit et finalement un rebond spectaculaire des actions. Et ces mêmes personnes se demandent si la Fed a pu empêcher un effondrement à ce moment-là, pourquoi ne peut-elle pas, par n'importe quel moyen, empêcher un effondrement maintenant? Si vous revenez avant le Covid, vous constatez que l'économie a perdu de sa force. Nous avons moins de ressources qui travaillent, une réduction du flux des biens et de services, et pourtant le marché a un prix beaucoup plus élevé. Alors si vous croyez en l'efficience des marchés, qui est fausse, était-elle fausse avant ou est-elle fausse aujourd'hui? Mais il est clair que nous avons occasionné de sérieuses blessures à l'économie mondiale, alors que le marché mondial des actions a augmenté de façon considérable. Cela n'a pas l'air bon, et je pense que nous le savons tous. C'est un jeu monétaire, et vous pouvez maintenir ces petites bulles financières pendant si longtemps, aussi longtemps que vous pouvez maintenir une confiance croissante. Mais quand la confiance atteint ces niveaux-là, les livres d'histoire sont assez clairs. Il est très difficile d'augmenter votre enthousiasme depuis l'état d'hystérie dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si vous avez raison et que nous sommes à l'aube de l'éclatement d'une bulle épique, est-ce le moment, comme on le dit, de tout vendre? Je pense que tout vendre fonctionnerait très bien. Cependant, après avoir dit ça, il y a des divergences majeures par rapport à 2000, entre les actions technologiques US qui sont surévaluées, comme elles l'étaient en 2000, et tout le reste. Et donc les actions value, les actions à faible croissance, si vous préférez, sont à peu près aussi bon marché qu'elles ne l'ont jamais été par rapport aux actions à forte croissance. Donc elles ne souffriront pas autant, mais elles sont toujours à risque, à un certain degré, je suppose. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'étranger, les actions n'ont pas connu le même énorme marché haussier et la même surévaluation que nous avons. Et c'est bien sûr une véritable opportunité parce que vous pouvez aller sur les marchés émergents et ils ne sont absolument pas aussi chers, malgré l'argument ridicule des comparaisons avec le marché surévalué des obligations. Ils ne sont tout simplement pas si mauvais que ça.
En comparaison avec le S&P 500, ils sont aussi bon marché qu'ils ne l'ont jamais été. Ils ont été aussi bon marché 2 ou 3 fois, et à chaque fois, ils ont très bien fini. Alors vous pouvez acheter les marchés émergents et vous pouvez regarder à l'intersection de ces deux idées que sont les actions à croissance lente ou les actions value à l'intérieur des marchés émergents qui sont à un prix très attractif. Vous devriez ici être capable d'obtenir un rendement décent de 10 ou 20% par an. Vous n'obtiendrez pas un tel rendement de 10 ou 20% par an avec des actions de croissance américaine. À la fin, ce sont des mathématiques simples. Plus vous faites monter le prix d'un actif, moins vous obtiendrez de rendement à long terme. Vous ne pouvez rien faire pour changer cette équation. Chaque jour, le marché est un peu plus haut. Vous avez une seule certitude, que le rendement à long terme sera inférieur à ce qu'il était le jour précédent. Jérémy, les actions growth ont, au cours de ce marché haussier, surperformé les actions value de presque 400 points de base. Et si, après l'explosion de la bulle, les growth étaient toujours devant et qu'il n'y avait pas de rédemption pour les investisseurs au value. Cela serait historiquement sans précédent, et je suis presque certain que cela n'arrivera pas. Cependant, après avoir dit ça, laissez-moi vous dire une chose sur la valeur. Je n'ai aucune confiance, et je n'en ai eu aucune sur les 20 dernières années, sur le price to book, sur le price earnings et sur le price to cash flow, le price to sales également, comme une mesure de la vraie valeur. Une mesure de la vraie valeur est la valeur escomptée à long terme du futur flux de dividendes. Une action de croissance a bien sûr un ratio plus élevé sur tout ça qu'une action à croissance lente, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être surévaluées. Mais utiliser une mesure simple pour la valeur comptable est une idée folle. Une faible valeur comptable est le vote du marché sur les pires actifs disponibles sur le marché. Le PE ratio le plus bas est un vote du marché sur les pires gains possibles, les plus susceptibles d'être évalués ou déclassés. Même chose pour le rendement. C'est un vote du marché sur le plus susceptible d'être coupé. Ce ne sont pas de bons indicateurs de la performance future. En dehors du cash, de la valeur et des marchés émergents, est-ce qu'il y a un autre endroit où se réfugier pour un investisseur? À ce propos, je suis également inquiet concernant l'inflation. Si vous pensez que vous vivez dans un monde où le résultat ne compte pas et que vous pouvez tout simplement créer du papier, tôt ou tard, vous allez devoir faire l'impossible, c'est-à-dire faire revenir l'inflation. Et vous savez que nous ne l'avons pas vu depuis 20 ans. Vous continuez comme ça à l'échelle mondiale et vous aurez de l'inflation. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que partout dans le monde, les prix des matières premières de toutes sortes, mais particulièrement sur l'alimentation essentielle et les métaux essentiels, sont en train de monter. S'ils montent et que vous avez un taux de croissance en baisse de la force de travail, vers 0 ou négatif, vous avez tout mis en place pour que ce soit différent cette fois. Nous ne sommes pas seulement dans un marché en bulle, mais nous observons que l'économie mondiale est arrivée à un point d'inflexion qui rabaisse le taux de croissance à long terme. Donc ce n'est pas le bon moment pour être pris en train de spéculer. Indépendamment de la bulle, quelle est la bonne façon de définir son allocation dans un monde avec 0% de taux d'intérêt, des stimulus à l'infini, une productivité déclinante, le risque d'inflation, et la liste ne s'arrête pas là. Avant tout, c'est très difficile. Deuxièmement, bien sûr, en diversifiant, c'est toujours un énorme avantage. Et troisièmement, de manière surprenante, les actions à croissance lente dans les pays émergents sont parfaitement raisonnables. Si vous devez détenir des actions, et la plupart des gens en ont, ce serait une très bonne manière de faire. Je pense aussi que les actions qui bénéficient du verdissement de l'économie s'en tireront bien mieux que les autres. Tout ce qui a à voir avec les énergies renouvelables, l'électrification du système, les voitures électriques, etc. Toutes ces entreprises vont avoir un chiffre d'affaires supérieur qui va éclipser la baisse du taux de croissance du reste de l'économie. Il faudra des milliards de dollars pour décarboner le système mondial. Cela finira par dominer tous les portefeuilles. Et si vous devez avoir des actions américaines, voilà c'est la possible. Recherchez un bon fonds sur le changement climatique. Et je suis heureux de dire que GMO en a un, et ils s'en sortent très bien actuellement. Il a fallu 20 ans pour se réveiller.
Mais depuis les dernières années, les gens commencent vraiment à prendre conscience de la taille du problème et de la nécessité d'engager de l'argent pour verdir l'économie. Vous avez investi dans l'or auparavant. Est-ce que vous y voyez une promesse, alors qu'un nombre croissant d'investisseurs vont vers le Bitcoin et les autres formes de crypto-monnaies? Quelle est la valeur du flux de dividendes du Bitcoin? Je peux vous dire que ça ne demande pas un prix mathématique. Elle est de 0. Cela ne vous paiera jamais aucun dividende. Si vous êtes désespéré, pouvez-vous le manger? Non, vous ne pouvez pas. Alors le Bitcoin pourrait valoir $1 million par unité si vous trouvez quelqu'un pour l'acheter. Alors nous pouvons dire la même chose à propos de l'or. Il ne génère pas de flux de dividendes. Vous ne pouvez pas le manger non plus. Oui, cela devrait vous permettre de restreindre votre enthousiasme pour l'or. Mais l'or a été testé pendant 12 000 ans et il a plutôt bien passé le test. Le Bitcoin a encore quelques années devant pour rattraper son retard. Deuxièmement, l'or a comme qualité d'être une solution de secours. Il ne ternit pas, il est unique dans le sens où tout ce qui a été fait avec de l'or est toujours là. C'est une caractéristique très pratique dont le Bitcoin manque également. Alors je dirais, oui, je suis nerveux concernant l'or, parce que je ne peux pas le manger, parce qu'il ne paye aucun dividende, mais il a deux avantages géniaux par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est 100% de la confiance. Lorsqu'arrive la prochaine phase du marché où la confiance est au plus bas, qu'est-ce que nous pensons qui va arriver à une action dont la seule raison d'exister est la confiance, et rien que la confiance? Si vous cherchez les tout premiers signes d'alerte de l'explosion d'une bulle, vous cherchez les actions qui ont le plus progressé, les SPACs, en particulier les SPACs, Tesla et le Bitcoin. Et vous attendez jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir des grosses chutes quotidiennes. Et ensuite ils récupèrent, ils rebaissent, puis récupèrent encore. Voilà la toute première alerte. En 2000, le marché n'allait pas dans une seule direction. Les dot-com ont été descendus et éliminés. Le reste du marché a continué de croître. Il n'a pas remarqué la chute de ces petites actions qui ne valaient que quelques dizaines ou centaines de millions. Ensuite, les jeunes actions de croissance ont chuté et le marché a continué sa route. Ensuite, il y a eu les actions intermédiaires de croissance qui ont chuté. Et finalement, l'été, les entreprises comme Cisco ont chuté et toute la partie technologique du marché a été abattue. Au plus haut, cela a représenté 30% de la capitalisation boursière totale du marché. Pourtant, en septembre, le S&P 500 était revenu au même niveau qu'en mars, ce qui voulait dire que les autres 70% ont continué leur progression. C'est un comportement classique. Les bulles n'explosent pas nécessairement massivement. Mais en ayant séparé la tech et les dot-com, au final, les 70% restants ressemblaient à un iceberg géant qui s'est retourné puis s'est écroulé de 50% pendant 2 ans et demi. Si au lieu de signer des chèques à tout le monde, nous pouvions signer des chèques pour des infrastructures, en particulier pour les infrastructures vertes, vous faites d'une pierre deux coups. Vous réalisez l'investissement qui est nécessaire pour décarboner l'économie, et si vous ne le faites pas, il y aura peut-être un choc d'ici 20 ou 30 ans qui commencera à déstabiliser le système mondial et la civilisation qui deviendront instables. Vous devez donc le faire. Vous en faites une vertu car beaucoup de secteurs ont un retour sociétal élevé. Si vous avez un réseau efficace, tout le monde en bénéficie. Si vous avez des maisons bien isolées, dans toutes les zones froides du pays, la société en bénéficie énormément, car nous utilisons moins d'énergie. Il y a de belles retombées au niveau sociétal. Comment pouvez-vous être dans le faux en allant davantage dans ce sens et en achetant moins de chiens en peluche chinois? J'espère vraiment que la nouvelle administration aura un programme solide de dépenses publiques qui met l'accent sur réparer des ponts et des routes, c'est très bien, mais installer une infrastructure verte, le vent, le solaire, le stockage, la recherche, la formation, la reconversion professionnelle des personnes pour des emplois verts, et toutes les dizaines de billions de dollars que nous avons besoin de dépenser. Faites-le car cela générera un rendement élevé au final et cela pourra nous sauver. Alors vous l'aurez compris, Jeremy Grantham est un pur investisseur par la valeur.
et il voit d'un mauvais œil les emballements qui conduisent à ce que le marché soit surévalué, notamment les emballements qui sont artificiels et soutenus par la planche à billets, comme c'est le cas actuellement. Alors ce qu'on peut retenir de son interview, c'est que pour lui nous sommes clairement en bulle, et certains signes ne trompent pas. Donc il a cité l'explosion des transactions de gré à gré, la valorisation du marché, le marché haussier qui dure depuis 2009, qui est le plus long de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il parle des signes avant-coureurs de l'explosion de la bulle, donc par exemple il cite les actions qui ont le plus augmenté et qui commencent à stagner, donc Tesla, mais aussi le Bitcoin, etc. Car l'enthousiasme général est déjà au maximum et qu'il n'y a désormais plus de cash à injecter dans la machine pour continuer à faire grimper tout ça. Il admet cependant que tant que la Fed continue de distribuer des billets et que la confiance perdure, la bulle peut encore gonfler. Mais au final, les valorisations finissent toujours par revenir à un niveau réaliste, et plus la bulle gonfle, plus l'explosion sera douloureuse. Alors il ne conseille pas forcément de tout vendre, même si c'est une stratégie qui peut fonctionner lorsqu'on atteint de tels niveaux de valorisation, mais plutôt d'investir dans des segments du marché qui ont connu un marché haussier moins fort et qui ne sont pas encore surévalués. Alors il parle notamment des actions value, des pays émergents, mais aussi du secteur des énergies vertes. On peut notamment noter que Grantham est un investisseur value peut-être un peu old school, car il n'utilise que le flux des dividendes futurs pour évaluer si une action est chère ou pas, et ce qui est peut-être un peu extrême. Néanmoins pour lui, la clé reste la diversification, d'autant plus dans un monde avec 0% de taux d'intérêt qui rend l'investissement particulièrement illisible. Comme beaucoup d'investisseurs âgés, il ne croit pas beaucoup au Bitcoin ni aux crypto-monnaies, dont la valeur repose uniquement sur la confiance des investisseurs et qui n'ont pas encore prouvé qu'elles étaient, comme par exemple l'or, une valeur refuge. En revanche, il voit un gros potentiel de croissance dans les actions d'entreprises liées aux énergies vertes, qui, avec les actions value et celles des pays émergents, ont désormais un potentiel de croissance bien plus élevé que les actions américaines et encore plus les actions technologiques américaines dans leur ensemble. Voilà, je vous invite à aller voir l'interview complète de Jeremy Grantham. J'ai coupé certaines parties pour ne pas faire trop long, mais qui étaient aussi très intéressantes.